le profit est nécessaire et que la philanthropie est indispensable. Donc il faut les deux. La dégradation de la mémoire fait partie d'un processus de vie qui permet peut-être de l'adoucir. C'est une question sérieuse? Oui, bien sûr. Pourquoi j'ai décliné ta proposition d'investissement pour Native? Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Avant de parler de si ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. C'est un honneur d'accueillir notre invité aujourd'hui. C'est un homme d'affaires accompli, serial entrepreneur, papa, business angel également depuis quelques années maintenant. On s'est rencontrés il y a quelques mois autour d'un projet de transmission qu'il avait pour sa tante. Il va nous en parler. Il a une histoire assez dense, riche, complexe également. Il se définit parfois comme hypermnésique, se rappelant de tout, même des détails les plus futiles. Il est passionné, on pourrait même dire obsessionnel, sur les nouvelles technologies, notamment qui ont un rapport à la mémoire, à la transmission, et c'est donc pour cela que nous nous sommes rapprochés il y a quelques mois. Je vous présente aujourd'hui Jean-David Bénichou. Bonjour Jean-David. Bonjour Sacha. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par ton enfance, et notamment peut-être un événement qui t'a marqué et qui, en te connaissant un petit peu maintenant, a nourri une faim en la vie de créer, d'avancer. Est-ce que tu peux nous parler de qui est le Jean-David enfant et dans quoi tu es né, dans quelle famille tu es né? J'ai la chance d'être né dans une famille avec un père médecin, une mère agent de voyage. On a vécu dans le sud de la France à Saint-Paul-de-Vence, donc vraiment c'était une vie idyllique, c'était Disneyland. Et puis un parent, ma mère décède dans un accident de voiture quand j'ai 16 ans. Et donc là c'est la vraie réalité du monde, hein, dans toute sa brutalité, sa soudaineté. À partir de ce moment-là, à partir de ce choc, j'ai eu devant moi un long présent continu parce que voilà, le besoin de garder tous les souvenirs très vivants. À l'origine, je me destinais à faire de la recherche, hein. Je voulais être un chercheur en sciences dures, je voulais faire de la physique ou de la génétique. Voilà, j'étais rattrapé par un certain nombre de responsabilités que j'ai dû assumer jeune. Je suis devenu entrepreneur. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu entreprendre dans une industrie où il y a beaucoup de technologie et un peu de science, qui sont les télécommunications. Et puis j'ai trouvé un élément dans lequel je me suis parfaitement intégré. Il faut dire que j'avais peut-être un profil, comment dire, inadapté à la vie professionnelle telle que celle que mes copains envisageaient. J'étais assez écorché et donc créer une entreprise, être le capitaine de sa vie, de son bateau, ça m'allait bien. Voilà, et donc c'est un chemin qui a démarré à l'âge de 21 ans, j'en ai 55. Je te laisse faire le calcul, ça fait quelques années. Pourquoi ce besoin vital dans tes tripes, je le sens dans nos échanges, dans nos discussions, d'être capitaine de ta vie? Est-ce que cet événement que tu nous as marqué avec ta maman, sans cet événement, est-ce que tu aurais été dans le même mindset, dans le même état d'esprit? Je ne sais pas si j'aurais choisi la voie de l'entrepreneuriat parce que mon goût pour les sciences, qui est resté encore aujourd'hui, était très fort. Et probablement que la vie ne m'aurait pas mis face à de telles responsabilités si jeune, et en fait devenir entrepreneur c'était la voie pour les régler. Je ne sais pas te répondre à cette question, je sais juste dire que j'ai une nature dans laquelle la créativité et le besoin de connaissance sont très forts, et que ces deux traits caractéristiques trouvent à s'épanouir dans le monde entrepreneurial. Et donc voilà, je pense qu'il y a un proverbe chinois qui dit « Dis-moi quel est ton caractère, je te dirai quel sera ton destin ». Je me reconnais assez bien dans ce proverbe. Ce côté touche à tout, ce côté que ce soit les télécoms, que ce soit les vastes sujets que tu regardes par passion, par investissement dans le pro, dans le perso, ça vient d'où? D'une curiosité insatiable. Mais pourquoi? Quel est le moteur de ça? D'abord, comprendre la technologie et la science. Et ensuite, une fois qu'on a compris comment ça marche, à quoi ça sert. La première boîte que j'ai montée, elle faisait du mailing par fax. Donc tu vois, c'était pas du tout sexy, mais le fait de mettre une carte modem fax dans un ordinateur, de le programmer, d'être capable d'industrialiser ce processus pour pouvoir envoyer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de pages par jour, c'est un truc génial et j'ai appris plein de trucs. Donc je suis né professionnellement dans l'industrie des communications électroniques. Après le fax, il y a eu l'email, après l'email, il y a eu le SMS, après le SMS, il y a eu de la diffusion vocale. Voilà, donc j'ai toujours été dans l'industrie des télécommunications et comme tu le sais, c'est une industrie qui
qui est en perpétuel renouvellement. Et voilà, donc ça m'a donné l'occasion de créer 15 boîtes en l'espace de 34 ans de parcours professionnel. C'est ça, c'est impressionnant. Et justement, cette curiosité, ou on pourrait dire cette boulimie de curiosité, dans le sens positif évidemment du terme, elle vient de ton père, de ta mère? Pas du tout, tu es en autodidacte? Elle vient d'abord du goût de faire et d'entreprendre. Il y a différents types d'entrepreneurs. Moi, je suis un entrepreneur qui vibre à l'idée de faire quelque chose de nouveau. Et donc, forcément, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à devenir un business angel, parce que est arrivé un moment où je voulais tellement entreprendre que j'échouais dans tout ce que je faisais. Forcément, je me dispersais considérablement. Et devenir business angel, ça m'a permis de participer à des aventures professionnelles où je n'étais pas en première ligne, à côté d'entrepreneurs qui étaient pleins de talent. Et bien d'ailleurs, tu vois, puisque je t'ai même approché pour investir dans ta boîte tout à fait au début. Donc, tu vois, c'est dès que je trouve un talent, dès que je trouve un sujet qui me porte, j'essaie d'y aller. Donc, c'est comme ça que j'ai investi dans un peu plus de 120 sociétés en l'espace de 10 ans. Est-ce que c'est boulimique? Probablement. Est-ce que c'est stimulant? Absolument. Est-ce que j'ai envie de continuer? Oui, vraiment. C'est quoi pour toi être entrepreneur? C'est quoi les qualités d'être entrepreneur? Est-ce qu'il y a un portrait robot d'entrepreneur, ou est-ce qu'il y a juste une fibre entrepreneuriale au fond de soi qui se développe un jour ou l'autre? Ben écoute, la réponse est dans le mot. Être entrepreneur, c'est être entre des preneurs. C'est être au milieu d'un ring dans lequel il y a des gens qui se disputent pour prendre quelque chose. Donc en fait, c'est déjà être au milieu d'un endroit, dans un marché où il y a beaucoup de mouvements. Et donc je pense qu'il faut être très à l'aise dans le flux. Et puis surtout, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de faire, qui a une bonne relation avec l'anxiété ou l'angoisse, c'est-à-dire que ça ne l'empêche pas de dormir, il est confortable d'être dans une situation très inconfortable, et puis il a une foi qui est importante, qui est chevillée, et qui fait que quand ça va tanguer, parce que ça tangue toujours quand tu entreprends, on va pouvoir garder un cap, et que même si les nuits sont courtes et que la mer est agitée, on va tracer sa route. Voilà, je pense que ce sont les qualités importantes. Quand on parle de transmission, quel est ce que tu as toi envie de transmettre absolument à tes enfants qui sont encore en bas âge, mais que tu as envie absolument de leur transmettre? Tu dis ça, c'est indispensable. Je pense des connaissances et des capacités à faire. Je pense que la plus grande des richesses, c'est les connaissances qu'on peut acquérir. Tu vois, autour de toi, il y a une bibliothèque, il y a plein de bouquins. Donc, je veux dire, j'arrive encore à lire 1 à 2 livres par semaine, et c'est probablement une des activités qui est les plus essentielles à mon épanouissement. La curiosité, et puis la capacité à faire, c'est-à-dire on s'y met, on ne fait pas que réfléchir, on ne fait pas que s'exprimer, on fait. Et donc, c'est quoi la méthode pour faire? Je ne sais pas si tu sais, mais je suis prof à Dauphine depuis 5 ans. J'enseigne l'entrepreneuriat en Master 2 à des étudiants. Donc, j'ai tout un cours sur la question que tu viens de poser. Et il y a une citation que je donne souvent qui dit que la connaissance est dans l'action. Et donc, oui, je pense que quand tu es entrepreneur, tant que tu n'as pas fait, tant que tu t'es pas confronté à tout ce qui sépare la théorie de la pratique, tu n'as pas la connaissance. Il y a certaines personnes qui se mettent dans la politique, d'autres dans la religion, d'autres dans l'entrepreneuriat. Évidemment, on peut être dans plusieurs sphères à la fois. Tu es un militant du capitalisme, de l'entrepreneuriat. Comment tu te définirais? Alors, j'ai goûté à chacune de ces recettes. Non pas que je me suis présenté à un mandat, mais j'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de politiques dans le cadre d'activités militantes. C'est tout ce qui fait la diversité de notre monde. Est-ce que je me considère comme un entrepreneur militant? Non. Est-ce que je me considère comme un entrepreneur capitaliste? Oui. En fait, j'appartiens à l'ancienne génération d'entrepreneurs qui disent que le profit est nécessaire et que la philanthropie est indispensable. Donc, il faut les deux. C'est important de créer de la valeur parce que c'est avec cette valeur qu'on peut continuer d'entreprendre, et c'est important de redistribuer cette valeur parce que si on la stocke, on crée des dysfonctionnements qui sont majeurs. Qu'est-ce que tu essayes de leur transmettre à ces entrepreneurs dans lesquels que tu accompagnes, dans lesquels tu investis? Alors, j'essaye pas de leur transmettre quoi que ce soit en particulier. J'essaye d'être disponible le plus souvent sur Telegram pour répondre à des questions. L'idée, c'est qu'il y a des moments où il y a des décisions rapides à prendre. Il y a besoin d'un ping-pong, et donc j'essaye d'être un partenaire de ping-pong pour ces sujets-là. Parfois, j'ai pris des positions dans des boards, mais je ne suis pas du tout dans la logique de dire « écoute, c'est marrant ce que tu veux faire, mais tiens, regarde, j'en sais un peu plus parce que j'ai plus d'expérience, donc je vais te dire comment faire ». J'adore discuter avec les entrepreneurs pour benchmarker ou pour challenger, mais je ne suis pas dans une logique de transmission. Je suis vraiment dans une logique de qu'est-ce que tu veux faire, comment est-ce qu'on peut le faire mieux, et tiens, ça m'est arrivé de faire ça, est-ce que ça peut t'intéresser? Donc c'est plus du retour d'expérience.
Tu as un rapport des discussions qu'on a pu avoir à différents moments ces derniers mois, très très fort à la mémoire. Que ce soit dans certaines idées de boîte que tu peux avoir, que ce soit ton rapport à la mémoire au fond de toi, c'est-à-dire le côté hypermnésique que tu nous as décrit. Tu m'as également contacté pour écrire l'histoire de ta tante. Donc un fort besoin d'écrire, de mettre dans un livre l'histoire d'une personne qui fait partie des êtres qui te sont les plus chers. Finalement, pourquoi la mémoire joue un rôle si important dans ta vie depuis tout petit ? Je pense qu'elle est constitutive fondamentalement de l'identité, de savoir qui on est, d'où on vient, ce que l'on porte en soi. Du fait d'avoir connu cet épisode familial, le besoin de faire vivre le souvenir, puisque finalement c'est ce qui survit à la vie biologique. Et de manière générale, c'est un peu comme si tu te balades dans une bibliothèque où tu lis à livre ouvert dans plein de bouquins en simultané. Donc c'est agréable de pouvoir faire tous ces parcours, mais pas que littéraires. Ça peut être des odeurs de parfum ou de plats, ça peut être je sais pas, des endroits. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est au plus profond de mon existence et dont je me sers continuellement. C'est mon principal instrument de travail. Je sais que tu es un amoureux, en tout bien tout honneur, des innovations, de l'IA, etc. Quand on parle de mémoire encyclopédique, justement, qui est bien différente de la mémoire humaine qui, elle, est plutôt limitée, ça te fait peur, ça te rassure? Tu vois des opportunités plus que des risques? Il y a un référentiel à la question que tu poses, et ce référentiel, il est humain. D'accord? Donc on interroge la question de la mémoire en étant un être humain. En étant un être humain, on a une mémoire biologique qui se dégrade. La dégradation de la mémoire fait partie d'un processus de vie qui permet peut-être de l'adoucir, qui permet peut-être de la modifier. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un ami à qui j'ai proposé de faire son double digital. Et il a refusé en me disant « Je ne veux pas que dans le futur, on se souvienne exactement de moi comme je suis maintenant. » Pourquoi? Parce que lui-même avait vécu un épisode où, à distance, dans le temps, il préférait le souvenir qui avait été transformé que le souvenir tel qu'il était dans la réalité. De ce point de vue-là, les mémoires synthétiques nous obligent parce qu'elles n'oublient rien et parce qu'elles sont factuelles. Elles sont factuelles au sens tangible. Donc cette cohabitation-là, elle aura des impacts importants sur la société parce qu'elle fera disparaître ce côté un peu évanescent, ce côté un peu la mémoire arrondit les angles, elle gomme les aspérités et donc ça restera. Oui, donc je pense que c'est un vrai sujet. T'es confiant ou plutôt méfiant à ce sujet? Les deux. Extrêmement confiant et je regarde avec beaucoup de vigilance. Est-ce que c'est de la méfiance ou de la défiance? On vit dans un monde, encore une fois, où notre vénérable intelligence biologique, où l'instruction est longue, compliquée, est en concurrence avec une intelligence artificielle, qui est beaucoup plus laborieuse, mais qui est beaucoup plus industrielle. On va cohabiter, enfin je veux dire, d'ici 2 ans, dans nos téléphones, on aura nos doubles digitaux, on aura nos jumeaux digitaux qui répondront au téléphone, qui rédigeront des emails. Donc, il va y avoir cette espèce de dissociation qui va se produire, il faudra qu'on cohabite avec ça. Est-ce que ça aura des impacts? Oui. Est-ce que ça sera fascinant? Oui. Est-ce que ça sera effrayant? Aussi. Pour revenir avec ton activité, notamment au Moyen-Orient avec Abramundi, c'est quoi la vision que tu as derrière? La vision est très simple. La vision, c'est que le monde est une mosaïque. Une mosaïque, c'est une jolie figure artistique. C'est plein de morceaux, de formes différentes, de poids différents, de couleurs différentes, qui assemblés ensemble donnent un résultat extraordinaire. Et donc voilà, il faut être capable de faire ce résultat extraordinaire à partir de morceaux qui sont différents. Quelle est la place des conflits entre descendants d'Abraham aujourd'hui? Qu'est-ce que l'accusation de peuple déicide des chrétiens contre les juifs a créé pendant 2000 ans? Qu'est-ce que la revendication des lieux saints à Jérusalem par les juifs provoque aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce que la revendication par les musulmans d'une partie du monde au titre de l'extension du califat
provoque dans le monde. Mais comme ça touche la moitié de l'humanité et que ça touche ça touche le cœur des démocraties et des républiques, c'est un sujet qui me préoccupe considérablement. Est-ce qu'il y a une boîte dans laquelle tu n'investirais jamais? La question que tu poses, c'est est-ce qu'il y a une société dont l'activité est licite et dans laquelle tu n'investirais pas? Ok. La réponse est non. Pourquoi? Parce que si l'activité est licite, je ne vais pas mêler la morale et l'éthique à ce que la loi autorise ou pas. Tout investissement est moral? Non, mais je pense que la moralité et l'éthique sont des sujets différents du développement économique. Larry Fink, qui est donc le patron du plus grand fonds d'investissement, a fait une interview récemment dans le FT. On lui dit, mais pourquoi tu investis dans Total Energy? Il dit, mais parce que c'est important. Parce qu'on n'est pas au seuil où les énergies renouvelables vont pouvoir se substituer aux énergies fossiles, parce qu'il y a des pays et des populations qui n'ont pas atteint notre niveau de développement, et parce que ça serait extrêmement discriminant pour eux de les priver de l'accélération que vont leur apporter ces sources d'énergie au moment où ceux qui en ont bénéficié sont capables de faire une transition. Donc il faut faire très attention avec la morale et l'éthique, il faut voir depuis quel référentiel on se place. Donc c'est très facile d'arriver en disant je vais adopter cette attitude parce qu'elle est sympa. Il y a des assemblées, il y a des parlements, il y a des corpus, il y a des chartes RSE, des chartes ESG, voilà. Il y a des choses que la loi interdit, ça c'est la loi. Ensuite, l'éthique et la morale, dans le business, c'est autre chose. J'ai dit que c'était la dernière question, mais je crois que j'en ai encore quelques-unes et j'apprécie ce moment, donc je le fais durer. Pourquoi il y a quelques mois, comme tu le disais en introduction, tu as décidé de me contacter, que ce soit pour parler transmission, que ce soit pour écrire l'histoire de ta tante? Écoute, tu touches à un sujet auquel je suis extrêmement sensible. Lorsque des gens qu'on aime quittent ce monde, on perd leur enveloppe physique, on perd toutes les manifestations de leur vie biologique, reste le souvenir. Et le souvenir, comme on le disait, puisque la mémoire est biologique, c'est un phénomène qui se dégrade et qui se modifie. Et c'est important pour moi de pouvoir fixer un certain nombre de choses. Il ne faut pas être dans la logique du constat d'huissier, mais le récit, qu'il soit romancé ou factuel, est important. Et donc, j'ai adoré ce que tu faisais. Je t'ai dit que je n'ai pas créé LinkedIn, mais je voulais créer une boîte qui s'appelait Biographique. Et Biographique, c'était des biographies d'entrepreneurs. Et quand j'ai vu arriver Native, je me suis dit, il fait un truc auquel j'ai pensé et je veux absolument discuter avec ce garçon parce que je veux comprendre son idée. Ça a été une chouette rencontre. D'ailleurs, derrière, tu as fait un commentaire qui était plutôt sympa sur LinkedIn et beaucoup de gens se sont manifestés à moi et ça m'a permis de t'envoyer des gens qui sont aussi devenus tes clients. Donc, tu vois, c'est aussi ça la magie de LinkedIn. C'est la raison pour laquelle je t'ai contacté. Donc, moi, maintenant, j'ai 2 dernières questions pour toi. Ah, je t'écoute. Tu as quitté un emploi qui était bien payé, tu as fait des études supérieures de bonne qualité pour te lancer en tant qu'entrepreneur dans le monde des biographies. Pourquoi? C'est une prise d'otage en direct. Je ne me suis pas considéré dès le début et je crois que j'ai encore du mal à me considérer comme entrepreneur. En fait, ça a été une sorte d'évidence de créer ce projet. Comme tu le sais, il y a 7 ans, j'avais écrit l'histoire de mes grands-parents et même des arrière-grands-parents, donc un peu une saga familiale. C'était très très amateur et en même temps très passionné. J'ai un master de finance, j'ai pas un master de littérature, mais pour autant j'ai toujours beaucoup écrit. Et l'idée de 5-7 ans après avoir fait ça pour ma famille, pour le faire pour d'autres familles finalement, c'est ce qui m'a paru vraiment comme une évidence pour 2 raisons. J'ai perdu mon grand-père il y a 2 ans et la même semaine quasiment, je me faisais virer de mon job dans la high-tech. Et je me suis dit que ces 2 éléments en fait étaient un élément déclencheur pour mettre vraiment du sens dans ma vie. Et en fait, j'avais l'intuition, et je t'en ai beaucoup parlé, mais que ça allait marcher et que ça allait marcher pour d'autres familles. Et ça a mis du temps. La première année, je ne me suis pas payé. Toutes les économies chez Facebook que j'avais mis de côté, etc., c'est parti dans le lancement de ce projet. Mon père, pour la petite anecdote, me disait « Sacha, prends un job en part-time dans la tech, histoire de pouvoir payer ton loyer », ce qui n'était pas une mauvaise idée, hein, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Et depuis 1 an, ça a commencé à prendre, comme tu le disais, le bouche à oreille, et c'est un bonheur. Et d'ailleurs, j'en profite que tu me poses la question, cette vidéo, ce podcast, vient un peu cristalliser tout ça. C'est-à-dire notre rencontre tous les deux, tu m'as fait confiance au tout début. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai lancé Native. Et avoir la chance d'avoir des personnes dans ce fauteuil avec lesquelles j'échange sur un sujet, moi, qui me fait
tripé depuis tout petit, bien avant que Native soit né, c'est un bonheur. Donc voilà pourquoi j'ai lancé Native. Donc, j'ai 2 dernières questions. Une qui va te faire sourire, l'autre qui va être très rapide. Pourquoi tu as décliné ma proposition d'investissement dans Native? C'est une question sérieuse? Oui, bien sûr. Pourquoi j'ai décliné ta proposition d'investissement pour Native? Comme je te l'ai dit quand on s'est parlé, tu me mets mal à l'aise, mais je vais te répondre. Parce que c'était pas une question de montant, comme je te l'ai dit, ni une question de skills que tu peux apporter. C'est d'ailleurs c'est pas une question non plus. C'est une question en fait de deux choses, d'état d'esprit et de vision que j'ai pour Native. L'état d'esprit qui est, et je sais qu'on partage ça toi et moi énormément, le KPI, la métrique numéro 1 qu'on regarde, enfin que je regarde, et je sais que c'est ton cas aussi, c'est la liberté. Et la deuxième chose en termes de vision, c'est pas du tout, en tout cas à l'heure où on s'est parlé il y a quelques mois, à ce moment où il y a eu cette proposition, c'est pas du tout une boîte dans laquelle je voulais scaler, comme c'est le cas aujourd'hui, les entreprises veulent scaler à tout prix. Et donc c'était, comme je te l'avais dit à l'époque, pas une question de fit, parce que fit, il y a, CF, ce moment partagé, mais c'était une question, je pense, plutôt de moment. Du coup, tu as très bien fait décliner. Et je plus sois. C'est ce qu'il fallait faire. Une dernière question. Le thème de la mémoire. Il y a une chanson comme ça qui te vient à l'esprit? Si tu devais en choisir une pour illustrer ton podcast? Hier encore, j'avais 20 ans. Ah. Eh bien, tu vois, pour moi, ça serait Barbara Streisand Memory. Merci Jean-David. Merci Sacha.